Ligne directe et votre quotidien à la loupe de 8h à 9h sur La Première. Bonjour tout le monde, merci d'être avec nous sur La Première et bienvenue dans Ligne Directe, cette grande table ronde téléphonique installée à travers tout le territoire. Aujourd'hui, encore plus que d'habitude, nous réservons l'antenne à l'expression de vos soucis, vos questions, vos interrogations, vos tracas, qui sont en cette période inédite plus importants que d'habitude. Pour ce faire, nous mettons à votre disposition un panel d'experts dans différents domaines. Nous allons recevoir par téléphone Olivier Mazzoli, il est avocat et ancien bâtonnier de Nouméa. Antoine Bergeaud sera également là avec nous, lui il est notaire et président de la Chambre des notaires de Nouvelle-Calédonie. Et puis nous recevrons Luce Laurensin, la présidente de l'UFC Que Choisir. Et aujourd'hui, cette émission elle est vraiment consacrée à vos questions, que ce soit en droit, en immobilier, de consommation. Si vous avez un problème, n'hésitez pas à interroger nos experts. Ce sera gratuit, ce sera en direct. Alors peut-être pas trop de détails trop compliqués sur vos vies personnelles, mais n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Si vous avez votre bail qui se termine et que vous n'avez pas accès à votre nouveau logement, si vous deviez déménager, si vous avez des problèmes avec vos voisins, des conflits de voisinage en cette période de confinement qui tend un petit peu tout le monde, n'hésitez pas à nous appeler au 258 258. Ligne directe, c'est parti. Votre quotidien à la loupe dans Ligne directe de 8h à 9h sur La Première. Alors on va tout de suite accueillir nos invités. On va commencer par Olivier Mazzoli, avocat et ancien bâtonnier de Nouméa. Bonjour Olivier. Bonjour David, bonjour Marilyn, bonjour Antoine et tous les auditeurs. Alors bienvenue à vous et merci à vous d'avoir accepté cette invitation. On a aussi Antoine Bergeaud, donc notaire et président de la Chambre des notaires de Nouvelle-Calédonie. Bonjour Antoine. Bonjour David et bonjour à tous. À vous aussi également, merci et bienvenue. Et on va terminer avec Luce Laurensin, présidente de l'UFC Que Choisir. Bonjour Luce. Bonjour David et bonjour à tous. Merci bonjour. À vous et bienvenue également. Alors, tous les trois, vous représentez trois domaines différents. Donc, le thème de l'émission aujourd'hui, c'est vraiment de laisser les auditeurs appeler pour poser leurs questions concrètes sur les problèmes qu'ils peuvent rencontrer, particulièrement en cette période de confinement. Mais vous, déjà, un petit tour de table pour savoir comment est-ce que vous fonctionnez en cette période de confinement, que ce soit vos cabinets ou vos institutions, associations. On peut commencer par vous, Luce, peut-être. Comment est-ce que l'UFC fonctionne en ces temps un peu particuliers ? Alors, nous avons fermé notre local au public, mais nous ne pouvons recevoir personne. Nous ne pouvons pas non plus répondre au téléphone. Par contre, nous consultons très régulièrement notre boîte courriel et nous essayons de répondre au maximum, donc par courriel, aux personnes qui nous interrogent. Plusieurs personnes se substituent en faisant ce travail. Et du côté des avocats, comment est-ce que vous fonctionnez en ce moment, encore une fois, dans cette période vraiment particulière, inédite ? Alors, les Olivier avocats, Mazzoli. la plupart des cabinets d'avocats sont fermés au public. On applique les consignes qui nous ont été données, mais tous les cabinets travaillent. La plupart des avocats soit sont dans leur cabinet en train de travailler sans pouvoir accueillir leurs clients et font comme moi des rendez-vous téléphoniques ou par des plateformes en ligne genre Skype ou WhatsApp, ou bien aussi travaillent en télétravail. Moi là, actuellement j'ai installé un bureau chez moi et je me partage entre mon bureau à la maison et le bureau que j'ai à côté du palais de justice. Le tribunal est fermé, seules les audiences urgentes sont maintenues et toutes les autres audiences sont renvoyées. Qu'est-ce que c'est une audience urgente ? Alors les audiences urgentes, ça concerne principalement en matière pénale tout ce qui va être les comparutions immédiates pour les délits qui sont commis pendant la période de confinement, principalement, et puis en matière civile et tribunal du travail et commercial, les affaires d'une extrême urgence comme des problèmes de référé en tribunal du travail sur des procédures de personnes qui ne seraient pas payées de leur dernier salaire ou des choses extrêmement urgentes de cette nature-là. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur ce sujet-là, mais on va laisser la parole à Antoine Bergeaud, notaire. En ce qui concerne les notaires, c'est un peu comme les avocats, les bureaux sont fermés, vous travaillez en télétravail ? Oui, c'est à peu près le même principe. On est beaucoup en télétravail, donc on a réussi en effet à installer la plupart de nos collaborateurs chez eux avec des accès informatiques et Internet, ce qui permet en effet de continuer à répondre avec la plus grande efficacité aux demandes qui sont faites par mail, mais également par téléphone. On continue à travailler donc sur tous les dossiers
de fond à préparer les compromis, à préparer les actes, à préparer et à répondre bien sûr à toutes les demandes, aux renseignements qui nous sont demandés par les clients et qui sont forcément nombreux en cette période de crise. Alors après, il y a des actes qui peuvent être difficiles à décaler parce que par exemple, il y a un testament à recevoir ou la personne qui a acheté un logement ou qui n'a plus de logement attend un logement pour se loger, donc elle doit passer l'acte. C'est ce qui m'arrive par exemple le jeudi prochain où une personne qui en plus est handicapée doit effectivement prendre possession de son logement. Donc dans cette hypothèse-là, nous sommes en devoir de passer l'acte. Et donc ça fait partie des demandes un peu récurrentes, spéciales finalement dans cette période de confinement. C'est quelque chose qui arrive beaucoup de passer certains actes qui pourraient être un peu sensibles. Ces problèmes de logement, de passation de logement en ce moment, quand des déménagements étaient prévus Alors oui, la question du déménagement est également un sujet. Alors je sais que certains clients se sont renseignés auprès du Haut-Sariat et en respectant bien sûr certaines précautions, les déménagements seraient possibles. Alors bien entendu, nous ne sommes pas dans un fonctionnement tout à fait normal où chacun pourrait déménager, acheter, vendre comme si de rien n'était, mais évidemment, quand les choses sont prévues, sont calées et que les personnes n'ont pas le choix que de effectivement changer de logement pendant cette période de confinement, il semble que des accords soient possibles et il est plus prudent en effet de demander au Haut-Sariat, au gouvernement pour ne pas avoir de difficultés. Donc dans ces cas-là, on demande directement au gouvernement. On a eu des cas d'auditeurs qui sont notamment, qui devaient partir à l'étranger pour un nouveau contrat, pour s'installer, qui devaient s'expatrier, qui se retrouvent évidemment bloqués en Calédonie et qui ont des baux qui arrivent à leur terme. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Est-ce qu'on a le droit de rester dans son logement? Est-ce qu'on doit s'arranger avec le propriétaire? Et si on se retrouve vraiment à la rue parce que quelqu'un doit reprendre notre logement derrière nous, comment on fait dans cette situation d'urgence? Il n'y a pas de règles systématiques. Je pense qu'en effet, chacun apprend au jour le jour et il y a une relation en effet qui s'opère avec son bailleur, son propriétaire ou son propre vendeur. Et on voit que finalement, en pratique, en tout cas pour les dossiers qui peuvent nous concerner, qu'il y a énormément forcément de compréhension entre les parties et les choses s'organisent où il y a en effet des décalages, où les gens se disent on reporte les choses après le confinement et pour les personnes qui sont forcément dans les logements qui sont logés, elles sont tenues d'être confinées, donc il y a souvent un maintien des dispositions contractuelles pour permettre à la personne de rester à l'abri. Est-ce que d'une façon plus générale, dans vos domaines respectifs, que ce soit la consommation, le droit ou le notariat, je vais rappeler que Luce Laurensin, présidente de l'UFC Que Choisir, Antoine Bergeau, vous êtes notaire et Olivier Mazzoli, avocat. Est-ce que dans vos domaines respectifs, vous avez des demandes récurrentes un petit peu liées à cette période inédite? Luce Laurensin, peut-être de l'UFC. Nous avons beaucoup d'interrogations de personnes qui non seulement avaient l'intention déjà de quitter leur logement, mais qui envisagent de le quitter parce qu'elles voient poindre des difficultés financières importantes. Or, vous ne pouvez, d'après la loi, donner votre préavis que par lettre recommandée avec accusé de réception et un certain temps avant votre départ. La Poste ici ne délivre plus de lettres recommandées, donc semble-t-il aucun préavis valable ne peut être donné, sauf accord compréhensif, si vous voulez, de votre bailleur. Et sinon, hors logement immobilier, est-ce que vous, à l'UFC, d'une façon de consommation, vous avez un report de plainte de hausse des prix, d'arnaques en cours particulières qui peuvent être liées à ce confinement ou pas tellement finalement? Nous, ce que l'on voit beaucoup, donc sur les prix, c'est un peu difficile. Quand des gens nous interrogent en disant les prix ont augmenté,
on leur demande un peu d'affiner leur réflexion, parce qu'ils ont peut-être changé leur magasin habituel, et comme il n'y a pas une uniformité des prix, ils peuvent être en face d'un prix qu'ils trouvent plus élevé que d'habitude, mais qui est le même prix que d'habitude dans ce magasin-là. Donc quand ils pensent qu'il y a une augmentation, nous leur disons, vous pouvez très bien faire une photo de votre ticket de caisse, vous mettez un ticket de caisse précédent où il y avait le même objet, et vous pouvez communiquer ça à la DAE, ce qui peut être un moyen, si vous voulez, d'appeler l'attention des commerçants qui ont peut-être une raison tout à fait valable d'avoir augmenté leur prix, parce que même leurs prix ont augmenté, mais qui peuvent ainsi expliquer leur position plus facilement. Alors on a vu notamment que sur certains produits, il y allait avoir un gel des prix sur les produits hydroalcooliques, sur les gants, sur les équipements de protection. C'est déjà mis en place ça, ou ça sera mis en place quand ? Pas à ma connaissance, j'ai pas vu l'arrêté, mais enfin actuellement, si vous voulez, les arrêtés rentrent en exécution immédiatement. Je pense qu'il y a une préparation en ce sens, mais cela exige un certain nombre de procédures. Je pense que ce serait bien que le gouvernement communique pour que déjà les commerçants intéressés puissent s'aligner sur ces prix, puisque c'est utile pour eux de le savoir. Merci Luce Laurensin, je rappelle que vous êtes présidente de l'UFC Que Choisir. Vous l'avez dit, les décrets sont appliqués immédiatement. Comment c'est légiféré, toutes ces nouvelles mesures ? Comment c'est appliqué ? Est-ce que c'est des nouvelles lois qui sont créées, qui sont passées en urgence ? Comment on fait pour légiférer toutes ces nouvelles contraintes et ces nouvelles règles pour la population ? Alors là, il faut distinguer entre les... Maître Mazzoli ? Il faut Encore une fois, comme on est en Nouvelle-Calédonie, les choses sont pas forcément très simples. Il faut distinguer entre la réglementation qui est de la compétence de l'État, et à ce moment-là, à partir du moment où c'est promulgué au journal officiel de la République française et que le décret concerne des matières qui relèvent de la compétence de l'État, c'est applicable en Nouvelle-Calédonie, pour faire court, parce qu'on est à la radio. Par contre, pour toutes les mesures qui sont annoncées, là je rejoins un peu Luce, et nous en tant qu'avocats, on est régulièrement appelés, consultés pour des conseils, et en ce moment, moi, je vois une grosse demande de la part d'entrepreneurs, de patentés, concernant des inquiétudes sur l'avenir économique, et donc aussi un certain effet d'aubaine pour certains opérateurs qui sont un peu pointés du doigt par les commerçants, les artisans et les patentés. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les annonces qui ont été faites sur les dispositifs de plan de sauvegarde de l'économie, sur les reports d'échéance d'OPT, d'électricité, etc., sont soumises à une délibération du Congrès. Pour l'instant, le projet de délibération a été préparé. Il est dans les tuyaux et on attend qu'il soit promulgué et adopté par le Congrès et après publié au journal officiel de Nouvelle-Calédonie pour que ce soit effectif ici. Donc pour l'instant, on est en insécurité juridique sur un certain nombre de domaines en Nouvelle-Calédonie. Les avocats ont régulièrement tiré la sonnette d'alarme, notamment parce que, voilà, par exemple, pour les gens qui nous écoutent et pour qu'ils le sachent, c'est que en métropole, par exemple, il est prévu que pendant la période de confinement, tous les délais de procédure, donc si vous avez un délai parce qu'une décision vous convient pas et que vous voulez en interjeter appel, par exemple, ou si vous avez un délai de 2 mois pour contester une assemblée générale de copropriété qui vous fait payer des charges, tous ces délais sont suspendus parce qu'on a un texte qui suspend les délais en métropole. Ici, en Nouvelle-Calédonie, il n'y a aucun texte qui suspend aucun délai, donc on est dans une situation extrêmement dangereuse puisque comme le tribunal est fermé, ça crée une insécurité juridique et donc il faut que les gens soient au courant qu'on est dans une période d'insécurité. Ça veut dire quoi exactement, Maître Mazzoli ? Les délais sont suspendus, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça, c'est une notion juridique, c'est-à-dire que pendant toute la période de confinement, le délai ne court pas. C'est-à-dire que si vous aviez 2 mois de délai et que, par exemple, vous aviez laissé passer 1 mois avant le début du confinement, à la fin du confinement, il vous restera encore 1 mois pour faire votre recours. D'accord ? Tous les délais sont gelés, on va dire, pendant la période de confinement. Et ça, en Nouvelle-Calédonie, c'est pas encore passé, c'est ce que vous disiez ? Pas encore passé, exactement. D'accord, donc les délais courent toujours pour l'instant. Énormément, voilà, exactement. Qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence, ça ? Ça veut dire que des gens qui ne peuvent pas se déplacer vont se retrouver coincés par ces délais
et pas par exemple à donner une réponse s'ils sont servis ou quelque chose comme ça? Exactement, et ça veut dire que les gens doivent continuer à tenter d'interrompre les délais par tous les moyens qui sont en leur possession, ce qui n'est pas évident puisque on a obtenu qu'on puisse déposer des documents au guichet unique du greffe du tribunal. Bien évidemment, les fonctionnaires du greffe, les fonctionnaires du service public de la justice doivent être protégés dans l'exercice de leurs fonctions, donc il faut aussi adapter le système judiciaire à cette épidémie, mais en même temps, il faut quand même maintenir un minimum d'activité de service public. Le service public de la justice ne peut pas être complètement paralysé parce qu'il y a un virus qui se promène en Calédonie. Et pourquoi est-ce qu'en métropole, ils ont réussi à faire ça rapidement et nous, on a besoin de plus de temps ou peut-être même on est dans l'impossibilité de le réaliser, ce gel des délais? Je me garderais bien de donner une réponse péremptoire, mais il me semble que c'est un problème, à mon avis, de ressources en personnel. C'est-à-dire que créer des délibérations, créer des lois, ça s'appelle la légistique, créer des textes. Il suffit pas simplement de faire un copier-coller de ce qui a été fait en métropole. Toutes les dispositions calédoniennes sont particulières, emplies de particularités locales. Et donc, je pense que les services de la direction des affaires juridiques et les services du Congrès, etc., sont occupés à justement prendre ces mesures d'urgence, de sauvegarde de l'économie, etc., et que peut-être ces mesures-là ne sont pas prioritaires pour eux. C'est ma façon d'interpréter la situation. Je ne suis pas sûr que ce soit forcément la bonne. Il faudrait poser la question au service du gouvernement et du Congrès. Maître Bergeau, c'est quelque chose que vous constatez aussi de votre côté? Alors, pour rebondir sur ce que vous dites, il y a en effet un double niveau qui est celui du gouvernement, du Congrès de la Nouvelle-Calédonie et puis celui de l'État, pour reprendre ce que disait Maître Mazzoli. Et on le voit bien dans ces mesures qui ont été annoncées par le gouvernement pour soutenir les entreprises et on le remercie vivement de son efficacité et de la générosité dont il fait preuve pour soutenir l'économie, mais notamment sur une des mesures phares qui est le chômage partiel renforcé, eh bien on voit bien que l'on dépend de l'État, aussi bien en termes de contributions financières, mais également, comme le souligne Maître Mazzoli, sur tout ce qui est la légistique, qui permettra de mettre en place le nombre de textes importants pour permettre à ces mesures de s'appliquer effectivement. Merci Maître Bergeau. Alors justement, on a un auditeur en ligne, donc on va le prendre tout de suite. On a Sébastien en ligne. Bonjour Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour. Bonjour. Voilà, c'est pour monsieur le bâtonnet là. Oui. Voilà, j'étais locataire d'une maison. J'étais locataire. Et puis je devais acheter la maison. Et après le locataire il est décédé. Et puis j'ai fait les papiers et tout pour acheter la maison avec le bâtonnet là. Et après, ils m'ont dit que je ne pouvais pas acheter parce que la banque a refusé mon crédit. Et puis après, j'ai payé 300 000 pour les papiers pour payer les bâtonnets, tout ça là. Et après, je voulais récupérer les sous là, mais ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas parce que c'était mis au trésor public. D'accord, donc Sébastien, votre question c'est que vous deviez acheter une maison, finalement vous n'avez pas pu parce que la banque a refusé votre crédit, vous aviez versé des revenus au notaire donc a priori et vous ne pouvez pas récupérer cet argent. Maître Bergeau, c'est normal cette situation ? Alors, cette situation n'est pas, de ce que j'en comprends, n'est pas tout à fait normale. En fait, le principe, si vous voulez, c'est que lorsque monsieur souhaite acheter une maison et signe donc un compromis de vente, il y est inséré donc une condition suspensive d'obtention d'un prêt bancaire. Je comprends qu'il a eu un refus par la banque. Eh bien, dans cette hypothèse-là, les sommes qui auraient pu être versées à titre de dépôt de garantie lui sont restituées. Voilà, donc ça c'est le principe. Donc dépôt de garantie qui a été versé au notaire ? Voilà, au notaire, dans le cadre de la relation entre le vendeur et l'acquéreur, cette somme qui est versée pour sécuriser la transaction, eh bien, lorsqu'il y a un refus de crédit, eh bien, cette somme est restituée à l'acheteur. Donc, Sébastien, l'argent que vous avez versé, c'était pas des honoraires, hein, c'était vraiment un dépôt de garantie ? Oui. Alors, dans ces cas-là, Maître Bergeau, quelle solution a Sébastien pour faire valoir ses droits ?
ou Maître Mazzoli? C'est extrêmement simple. Il contacte le notaire en question et il lui adresse, ce qui n'a peut-être pas été fait, l'attestation de refus de crédit par la banque. Donc, il faut qu'il demande déjà, première étape, ce document à sa banque. Et muni de ce document, il le transfère à son notaire en lui demandant la restitution du dépôt de garantie. Voilà. Il devait y avoir un problème qui persiste, mais ça m'étonnerait, parce qu'on n'a jamais été confronté à une difficulté de cette nature-là, eh bien, il peut en effet prendre mon attache en ma qualité de président de chambre. Merci. Alors, dans la question de Sébastien, le bâtonnier a été mentionné 2 fois. Maître Mazzoli, vous voulez ajouter quelque chose du coup Non, je pense que Sébastien doit faire peut-être une confusion parce que je ne vois pas en quoi le bâtonnier va intervenir s'il y a un problème avec un avocat. Et là, j'ai l'impression, comme le disait Maître Bergeau, que c'est plutôt une question entre Monsieur Sébastien et un notaire. Donc, je pense que c'est une confusion. Si effectivement le dossier concernait une différence entre un client et un avocat ou entre 2 avocats entre eux, le bâtonnier serait compétent, mais là, je ne vois pas tellement bien en quoi je pourrais être concerné. Alors, Maître Bergeau, vous avez proposé à Sébastien une mise en contact. Comment est-ce qu'il peut rentrer en contact avec la Chambre des notaires ou avec vous? Alors, le plus simple, si il a effectivement un accès à Internet, c'est de taper sur Internet, sur Google, notaire, et en l'occurrence, s'il veut me joindre moi-même, Bergeau, et il trouvera toutes les coordonnées pour pouvoir me contacter, ou, ce que je vous disais, de manière prioritaire, le notaire qui s'est chargé de son dossier. Parce que je pense qu'il y a juste dans ces moments où il y a sûrement beaucoup de confusion et beaucoup d'activités, notamment au sein des banques, il n'a peut-être pas eu le document écrit de refus bancaire, et il faut déjà qu'il se munisse de ce document pour pouvoir le transférer à son propre notaire. Je pense que tout ceci va s'arranger sans problème. Sébastien, est-ce qu'on a répondu à votre question? Ok, ça va. Merci Sébastien, bonne journée à vous. Merci d'avoir appelé. Je rappelle que vous pouvez nous appeler au 258 si vous avez des questions, des questions qui ont parfois des réponses simples, parfois elles sont plus compliquées, mais là vous l'avez vu, on peut répondre simplement à cette question. Merci à Maître Bergeau d'y avoir répondu. On a parlé de bâtonnier, juste pour les auditeurs qui nous écoutent. Maître Mazzoli, vous pouvez réexpliquer ce qu'est un bâtonnier? Ah bien sûr, un bâtonnier, mais d'abord c'est un avocat, donc un professionnel du droit qui reçoit les gens, les assiste, les conseille et les représente en justice. Et puis cet avocat, pendant 2 ans, il est élu par les autres avocats pour représenter les avocats. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelqu'un qui doit prendre la parole au nom des avocats, les représenter aussi bien pour des débats publics que pour des réunions de crise comme il peut s'en passer en ce moment pour organiser la défense pénale ou autre, c'est le bâtonnier qui représente ses confrères. Il y a aussi une mission d'arbitrage, c'est-à-dire qu'il arbitre les conflits entre les avocats, entre eux, et puis les avocats et leurs clients, entre les avocats et les magistrats. Et puis enfin, le bâtonnier a une obligation dernière qui sera celle d'assister ses confrères et éventuellement en cas de difficulté avec un magistrat ou autre. Voilà, donc c'est un peu le représentant des autres avocats et celui à qui on s'adresse quand on a une difficulté qui concerne un avocat. Merci Maître Mazzoli. Donc avant la question de Sébastien, vous avez mentionné rapidement les mesures de chômage partiel. On a une question d'un auditeur qui a été posée sur notre site internet. C'est une personne qui a travaillé 1 mois dans une entreprise publique en CDD, puis son contrat a été arrêté en raison du Covid-19. Il nous demande est-ce qu'il a le droit au chômage partiel puisqu'il n'a aucune garantie d'être repris par l'entreprise après la crise et qu'il a des factures à payer. Pour l'instant, on attend la délibération du Congrès pour savoir exactement qui sera éligible au niveau. On sait certain qu'au niveau des entreprises, le but de ce chômage partiel, c'est de maintenir l'emploi dans les entreprises malgré le Covid-19. Donc, pour l'instant, les mesures dont moi j'ai eu connaissance, les projets de mesures, ne concernent que les personnes qui sont salariées et qui donc risquent, à cause du Covid-19, soit de devoir prendre des congés payés, soit de perdre leur travail ou d'être licenciés pour motif économique. Et donc les personnes qui ont déjà perdu leur emploi, je ne pense pas qu'elles soient concernées par ce nouveau dispositif. C'est à lui de se rapprocher éventuellement de la CAFAT pour voir quels seraient ses droits. Et à ce moment-là, ce ne sera pas le chômage partiel tel qu'il est prévu
actuellement, et ce chômage partiel renforcé qu'on nous annonce, pour lui, ce sera une mesure traditionnelle puisqu'il a perdu son emploi avant le Covid, malheureusement. Donc si on a fait une rupture de contrat, si son contrat n'a pas été renouvelé, quelque chose comme ça, il peut avoir droit au chômage, mais sous conditions, a priori les mêmes conditions que d'habitude, avoir travaillé 9 mois, etc. Ça n'a pas pour l'instant fait l'objet de projets de modification à ma connaissance. Donc le Covid-19, c'est une raison valable pour les entreprises de mettre un terme à un contrat ou de ne pas renouveler des CDD ou des choses comme ça? Ça peut être... là pour l'instant on est encore un petit peu dans l'inconnu, parce que on n'a forcément pas de précédent de décision de justice à analyser, mais ça pourrait être une des raisons qui pourrait être invoquée par un employeur pour justifier d'une mesure de licenciement économique, notamment si les autres conditions du licenciement économique sont remplies. Mais je pense que dans la mesure où l'activité économique de l'entreprise est mise à mal et sa pérennité ou sa survie est opérée, à ce moment-là, ça peut justifier d'un certain nombre de mesures de licenciement, à condition bien évidemment que la situation soit réelle et que ce ne soit pas quelque chose d'artificiel et encore une fois un effet d'aubaine pour l'employeur. Mais je ne pense pas qu'on soit du tout dans ces cas-là. Merci. Je vais juste rappeler pour nos auditeurs et nos téléspectateurs que nous sommes en compagnie d'Olivier Mazzoli, qui est avocat et ancien bâtonnier de Nouméa, Antoine Bergeaud, notaire et président de la Chambre des notaires de Nouvelle-Calédonie, et Luce Laurensin, qui est présidente de l'UFC Que Choisir. Et nous sommes là pour répondre aux questions des auditeurs. À tous les trois, dans vos secteurs différents, vous nous avez mentionné la restriction d'activités qui sont les vôtres. Est-ce qu'on peut craindre une accumulation de dossiers et du coup une sortie de crise qui va encore augmenter les délais de traitement des dossiers auxquels vous faites face? En matière judiciaire, très clairement, c'est Maître Bergeau. C'est la crainte des avocats qui essayent clairement de faire en sorte que, alors certaines mesures sont prises, des magistrats ont organisé du télétravail, sont chez eux avec des ordinateurs et rendent des décisions en période de confinement, mais dans la grande majorité des contentieux que nous avons à traiter, les affaires sont reportées sine die, c'est le mot latin qui veut dire 100 jours sans date, et donc forcément, à un moment donné, il faudra traiter tous ces dossiers qui ont été renvoyés pendant la période de confinement, et ça va forcément, si on n'a pas des moyens complémentaires qui sont mis en place par le ministère de la Justice, créer des délais de traitement rallongés. Qu'en est-il du côté du notariat, Maître Bergeau? Nous travaillons, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en télétravail, ce qui permet d'avancer quasiment normalement sur le traitement des dossiers. Donc il s'agit juste parfois d'un différé dans la signature des actes de vente ou différents actes authentiques, mais sur le traitement du dossier, on peut considérer qu'il est traité en tout cas par les études de notaire de manière tout à fait normale. Ce qui pose problème, ce sont les partenaires avec lesquels nous pouvons travailler qui sont soit fermés, soit au ralenti. Donc nous avons besoin pour la sécurité de nos actes authentiques de différentes pièces administratives, et ces pièces administratives aujourd'hui soit font défaut, soit sont retardées dans leur traitement. Donc il y a un impact en effet de par ces services administratifs qui sont ralentis sur finalement le traitement, le délai de traitement normal des dossiers. Et du côté de l'UFC, Luce Laurensin? Alors nous essayons de suivre le flux des demandes, mais les gens doivent nous saisir donc par Internet, donc disposer d'un ordinateur ou d'un smartphone, et nous avons souvent besoin pour les éclairer de pièces. Quand les gens posent une question sur une assurance, on a besoin de connaître le contrat d'assurance et ce qu'ils ont souscrit. On a besoin de connaître les courriers qu'ils ont échangés. Alors certaines personnes peuvent faire cela, d'autres ne sont pas dans la capacité. C'est des gens qui viennent nous voir avec des documents où on essaie de les classer pour leur donner un conseil, leur dire après, il faut que vous fassiez ça, ou que vous fassiez telle et telle démarche, vous alliez voir un avocat ou quelqu'un comme ça, mais ce conseil, on le donne à partir de documents pour éviter que les gens ne se trompent. Or, cette partie-là est difficile à suivre pour un certain nombre de personnes qui
que nous devons, ou des fois, nos accueillants, j'ai envie de dire, font un travail d'écoutant plus que de conseil pour savoir ce qu'ils veulent et essayer de leur dire comment, en droit, ils doivent présenter leur demande. Merci à Luce Laurosin, présidente de l'UFC Que Choisir. Une question très pratique qu'on retrouve assez régulièrement sur notre site internet. En ces temps de confinement, est-ce qu'on peut être verbalisé si on est deux dans une voiture, si on va faire les courses à deux, si on va chercher à manger à deux? Est-ce qu'on a le droit de circuler à deux dans sa voiture? Maître Mazzoli ou... A priori, si on peut être à deux dans sa voiture à condition qu'on ait chacun son autorisation individuelle. Je rappelle que pour que tout le monde comprenne bien, le principe, c'est le confinement. C'est-à-dire que l'arrêté qui a été pris, c'est qu'il est interdit de circuler, on est interdit de sortir de chez nous. Et on ne peut en sortir que si on remplit les conditions dérogatoires qui figurent sur l'attestation et qu'on est porteur de cette attestation. Donc voilà, c'est assez clair. Après, il y a des problèmes d'interprétation, je sais, parce qu'on est consulté, nous, en tant qu'avocats, par des gens. Certaines forces de police disent on peut être à deux dans la voiture à condition qu'il y en ait un devant, un derrière. D'autres disent non, on n'a pas le droit d'être à deux dans la voiture, c'est une attestation individuelle, il faut prendre chacun sa voiture. Donc ça, c'est aussi un problème d'interprétation. Moi, je pense qu'à partir du moment où on est dans une voiture, mais qu'on est chacun porteur de son attestation individuelle, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas partager et covoiturer, malgré... Alors après, il faut le savoir qu'il faut respecter les gestes barrières et tout ce qui nous est préconisé par les autorités sanitaires. On comprend bien la complexité de ces nouvelles choses qui sont mises en place sur les compréhensions de chacun. Oui, Luce Laurosin. Il faut des fois être à deux parce qu'il faut qu'il y ait un chauffeur et quelqu'un qui l'accompagne. Il faut, pour aller voir des fois un médecin, il faut bien que la personne qui est malade ou qui est blessée, etc., soit accompagnée par quelqu'un. Donc là, les deux doivent... un rendez-vous médical et l'autre est le chauffeur qui doit l'amener. On ne peut pas empêcher. Par contre... l'idée de séparer les gens, surtout si d'habitude ils ne vivent pas ensemble, est une bonne idée. C'est une précaution pour tout le monde si le virus circule. Mais quand on vit dans le même foyer, c'est vrai qu'en mettre un à l'avant, à l'arrière, quand on partage le même lit, ça paraît toujours un petit peu illogique. Sauf si la personne a suscepté et qu'elle est, elle, en confinement. Vous voyez, c'est donc vraiment une appréciation. Donc, mettre un devant et un derrière est peut-être une bonne idée pour rassurer les forces de l'ordre. Alors, on avait... Sans interprétation, Bien sûr. On avait une autre question, notamment sur ces thèmes, d'un auditeur qui nous disait « Je dois aller travailler, fais partie des personnes qui continuent à travailler. Par contre, c'est quelqu'un d'autre de ma famille qui m'emmène au travail car je n'ai pas le permis. Est-ce que cette personne a le droit de sortir pour m'emmener au travail ?» Je pense que oui. Oui, je pense qu'il faudra tout à fait justifier d'un motif légitime de devoir emmener quelqu'un qui travaille, à condition bien évidemment, encore une fois, comme on l'a dit, qui fasse le trajet le plus court, enfin qui respecte les autres recommandations. C'est une période compliquée avec une grosse atteinte à nos libertés individuelles. Donc je pense que les forces de sécurité doivent constamment faire preuve d'initiative et d'interprétation aussi des textes. Et ça dépend sur qui on va tomber, malheureusement. Mais moi je pense que effectivement, si on regarde vraiment le texte et son esprit, si une personne est en déplacement, qu'elle a son autorisation et qu'elle justifie qu'elle accompagne une personne qui est en déplacement professionnel pour l'amener à son lieu de travail, il me semble que l'infraction ne sera pas caractérisée. Et dans ce cas-là, on coche déplacement professionnel également pour la personne qui accompagne ? À ce moment-là, on voit avec la personne qu'on accompagne s'il est d'accord pour nous faire une attestation de déplacement professionnel. Soit on fait son attestation professionnelle pour déplacer, si on le fait à titre gratuit, je veux dire, et bénévole, à ce moment-là, nous-mêmes, on dit qu'on accompagne quelqu'un pour un déplacement professionnel et ça devient pour nous aussi un déplacement professionnel. Alors, il faut maintenir un dialogue avec les forces de l'ordre. Est-ce que vous avez des retours ? Est-ce que les forces de l'ordre sont compréhensives ? C'est-à-dire que quand on est dans des cas comme ça, même si on rentre pas exactement dans la petite case, après on reste des humains et on peut discuter, ou vraiment la loi dit il faut rentrer dans ces critères très précis et ceux qui n'y rentrent pas sont verbalisés. Alors les consignes affichées sont des consignes de fermeté parce que effectivement l'ampleur de l'épidémie laisse à craindre des propagations si on ne reste pas confiné. Maintenant, tout dépend du fonctionnaire à qui on a affaire, de la façon aussi dont on se comporte lors du contrôle et des textes qui sont en vigueur. Donc je pense que dans la mesure du possible, les contrôles auxquels moi j'ai pu assister ou qu'on m'a rapporté se déroulent de façon très respectueuse et correcte. Sachant que
je ne sais pas si les gens ont déjà été contrôlés, mais il faut éviter tout contact avec la personne qui vous contrôle. Donc il y a des mesures à respecter. Si les mesures sont respectées de part et d'autre, il n'y a pas de raison que les choses se corsent autour d'un contrôle. D'où l'intérêt de coller son attestation sur la vitre arrière ou sur la plage arrière du véhicule. Qui dit confinement dit réduction de la circulation. On a vu dans certains endroits où certaines assurances, en tout cas, rembourser leurs clients au prorata de la période de confinement. Est-ce que ça, c'est une obligation de la part des assurances? Est-ce qu'on peut encourager les consommateurs finalement à écrire à leur assurance pour demander ce fait? Est-ce un droit ou un cadeau fait par les assurances en fait? Luce Laurensin. En matière de droit de la consommation, la Nouvelle-Calédonie est très en retard sur beaucoup de textes et la question que vous posez se pose aussi sur tout ce qui est en matière d'abonnement, etc. Très souvent, les contrats que l'on souscrit d'abonnement ne prévoient pas la force majeure. Qui vous dispense de payer. Et là, on est dans un cas où l'entreprise ne rend plus le service pour lequel elle s'est fait payer en avance, souvent. Et ça pose problème. On le voit avec les billets d'avion, on le voit avec les séjours vendus par les agences, etc., qui refusent le principe d'un remboursement qui, à mon avis, là est bien écrit dans la loi si le vol a été annulé. Sur le reste, il faudra prouver que la salle de sport était fermée, etc. Donc, et donc que les gens soient très souples, parce que d'autres fois, nous savons que certains clients ont indiqué qu'ils ne remettaient pas en cause le versement qu'ils faisaient malgré la fermeture pour soutenir l'entreprise. Donc il y aura le droit et ce que l'on peut faire pour soutenir l'économie et qui dépendra donc des moyens des gens, de ce qu'ils peuvent faire. Alors, Luce Laurensin, vous avez cité la salle de sport, par exemple. Ce que vous dites, c'est qu'on a un abonnement à une salle de sport à l'année. Cette salle de sport est fermée pendant, disons, 2 mois. Est-ce rien n'oblige la salle de sport à nous rembourser ces 2 mois ou à prolonger notre abonnement ou des choses comme ça? Il faut regarder comment est rédigé le contrat. Et souvent, les contrats en Nouvelle-Calédonie sont très mal rédigés dans le sens de protection des droits des consommateurs. Donc il faut regarder, est-ce que vous avez payé pour l'année? Est-ce que vous faites un versement mensuel? Vous voyez, c'est très compliqué, mais l'idée est d'essayer de sauver, j'ai envie de dire, l'économie, en disant les prestataires pourraient dire on va prolonger votre abonnement, mais laissez-nous l'argent, ne nous obligez pas à rembourser, parce que dans ce cas-là, vous nous conduisez à mettre la clé sous la porte. Donc il faut que chacun réfléchisse et se positionne en faveur, en tenant compte de l'intérêt de l'économie et de ses besoins propres. Bien sûr, mais voilà, c'est souvent aux particuliers à qui on demande de faire des efforts dans ces situations-là. Ce qui nous paraît totalement anormal, si vous voulez, de la même façon que nous protestons tout à fait sur l'attitude des banques qui ne prennent absolument pas en compte les besoins des consommateurs. Je donne comme exemple qui me paraît le plus flagrant, elles n'ont même pas enlevé les commissions qu'elles vous font payer quand vous retirez de l'argent au distributeur automatique qui n'est pas celui de votre agence, parce que votre agence, c'est celle qui est près de votre lieu de travail. Et vous ne pouvez pas y aller. Vous avez un autre distributeur d'une autre banque. Et si vous prenez sur ce distributeur, la banque va vous compter des frais. Donc aujourd'hui, Luce Laurensin, vous estimez que les banques ne jouent pas le jeu de la solidarité en cette période? Absolument pas. Nous avons, alors que nous avions pensé à ces problèmes et écrit dès milieu mars qu'il fallait prendre des mesures dérogatoires en bloquant, j'ai envie de dire, les systèmes informatiques qui mettent des dépenses rapidement, si vous voulez. Donc là, on avait dit, vous avez les moyens d'éviter cela en modifiant les programmes informatiques pour empêcher toutes ces commissions automatiques. Parce que quand vous retirez, si vous retirez 5 000 francs au distributeur qui est le plus près de chez vous, suivant les banques, vous avez payé en moyenne au minimum 100 francs. Si vous en retirez 30 000, vous payez aussi 100 francs. Vous voyez, donc c'est les gens qui ont le moins de moyens qui vont être proportionnellement le plus impactés.
Merci Luce Laurentin, je rappelle, vous êtes présidente de l'UFC Que Choisir. Pour revenir sur la question des abonnements, Maître Bergeau, notaire, ou Maître Mazzoli, avocat, qu'en est-il sur ces abonnements en cours qui ne sont pas honorés pendant cette période de confinement? Est-ce que légalement, on peut faire quelque chose ici en Nouvelle-Calédonie pour soit se faire rembourser, soit demander une compensation de service ou quelque chose? Maître Mazzoli, peut-être. Oui, je pense que dans ces cas-là, effectivement, nous, on est soumis aux règles du droit commun, comme le disait Madame Laurentin. On a un droit de la consommation ici qui est très lacunaire, voire laconique. Il n'y a pas grand-chose dedans, donc on se réfère au droit commun des contrats. J'aurais tendance à dire, en tant qu'avocat, qu'à partir du moment où une partie à un contrat n'exécute pas sa prestation, l'autre partie est en droit de ne pas exécuter la sienne. Et donc, c'est à partir du moment où moi, je n'ai pas la prestation, je n'exécute pas la mienne, c'est-à-dire que je ne paye pas. Ça, c'est un principe qui s'appelle l'exception d'inexécution, qui est comprise dans le droit civil depuis le code napoléonien, donc et qui est valable pour tous les contrats, à condition, encore une fois, et c'est ce que disait Madame Laurentin, que dans le contrat qu'on a souscrit, on ne se soit pas soi-même interdit de soulever cette exception. Vous voyez ce que je veux dire, et qu'il n'y ait pas marqué que on va dire le sportif sera obligé de payer la salle de sport même si elle est fermée. On peut avoir des contrats dans lesquels c'est marqué comme ça. Peut-être bien sûr, il faut que ce soit soumis à une certaine durée. Et donc, si on a une difficulté, je pense qu'il faut, dans un premier cas, entrer en négociation avec le partenaire avec lequel on est, en expliquant, moi, j'estime que j'ai pas pu bénéficier de la prestation que vous proposez, donc je m'estime en droit de ne pas vous payer ma quote-part financière. Et puis, si jamais discussion il y a, à ce moment-là, il faudra soumettre l'arbitrage du litige à une juridiction quand elles seront réouvertes. Sachant que voilà, sur ce type de discussion, il y a déjà eu des précédents, parce que c'est pas la première épidémie. On a eu des cas de chikungunya très importants dans d'autres territoires d'outre-mer, où il a été considéré que la chikungunya n'avait pas un caractère imprévisible et irrésistible, donc c'était pas un cas de force majeure, par exemple. Voilà. Je me permets d'ajouter sur le sujet qui a été évoqué sur les banques, une appréciation un petit peu différente, notamment nous, dans le traitement des dossiers de prêts des particuliers, des professionnels et dans le cadre de vente immobilière, le traitement toujours extrêmement efficace des banques qui ont toujours leurs collaborateurs qui travaillent d'arrache-pied dans cette période difficile. Je pense aussi qu'il faut souligner qu'aujourd'hui, les entreprises vont pouvoir s'en sortir grâce à l'aide des banques. Et aujourd'hui, des mesures ont été annoncées, notamment avec un crédit de trésorerie sans garantie, ou du moins avec la garantie de l'État, qui va permettre aux entreprises de retrouver de la liquidité pour affronter cette période extrêmement difficile. Une trésorerie qui peut représenter jusqu'à 3 mois de chiffre d'affaires et qui peut être remboursée au bout d'1 an et même avec des reports par la suite. Donc il faut bien avoir à l'esprit que cette crise majeure, on ne pourra la traverser qu'avec le soutien des banques qui ont d'ailleurs été refinancées par l'État. Et je tiens donc à les remercier pour ce soutien qu'ils apportent à l'économie en général et finalement aux entreprises, à chacune de nos entreprises. Est-ce que ces avances de trésorerie proposées par les banques sont libres d'intérêt ? À quel taux d'intérêt sont ces avances de trésorerie pour faire face à cette crise ? Voilà, il y a un dispositif en effet un petit peu ad hoc dérogatoire avec un niveau d'intérêt bas par rapport en effet au crédit habituel, au coût de marché. Donc il y a bien une mesure de crise soutenue par l'État qui va effectivement être votée dans les tout prochains jours. Merci Maître Bergeau. Marilyn, vous vouliez qu'on aborde la question des loyers ? Oui, dans les choses qu'on est obligé de payer, on a parlé des abonnements, mais il y a bien sûr nos loyers. En France, il y a certaines mesures qui ont été annoncées sur le gel des loyers. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisagé en Nouvelle-Calédonie ? Et qu'est-ce que ça signifie ? Le gel des loyers en Nouvelle-Calédonie, il est envisagé, on attend encore une fois la délibération, mais il est envisagé uniquement pour les loyers commerciaux et pour les patentés et les baux professionnels. Donc là, effectivement, des dispositions sont prévues, on pourra en parler en détail si vous voulez, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que les loyers des particuliers ne sont pas visés par les mesures prévues
par le gouvernement pour le soutien à l'activité économique. Donc pour l'instant, ce qui est certain, c'est qu'on a une possibilité d'obtenir des échelonnements et d'étalement du paiement des loyers, des charges locatives des locaux commerciaux et des locaux professionnels pour les mois d'avril et de mai. Alors après, il y a des conditions de chiffre d'affaires, etc. Tout ça, c'est accessible sur le site, soit du Haut-Sahariat, soit sur le site Covid-19. Mais toutes ces dispositions, qui concernent également les charges communes de copropriété et les charges de lotissement, ne sont prévues que pour des locataires qui seraient des entreprises, des sociétés ou des entrepreneurs indépendants, comme on appelle des patentés ici. Pour les particuliers, rien n'est prévu pour l'instant. Ce qu'on retient de la plupart des mesures qui ont été annoncées, et ce dont on vient de parler, c'est que les entreprises sont soutenues et sont aidées, mais pour les salariés, les gens qui ont des petits salaires, qui perdent leur emploi, qui sont en chômage partiel, qui voient une diminution d'activité, ou comme notre auditeur qui a intervenu sur le site internet, qui tout simplement perdent leur contrat qui est arrêté en raison du Covid-19, des personnes qui sont déjà en situation précaire. Finalement, pour ces personnes-là, on n'a pas plus d'aide que ça. On aide l'économie de manière générale, mais pour les particuliers, j'ai l'impression, c'est ce qu'on entend au niveau des auditeurs, qui se sentent un peu abandonnés quand on n'est pas chef d'entreprise, quand on n'est pas travailleur indépendant, quand on est juste petit salarié, on a l'impression qu'on peut juste subir et espérer que ça ne va pas durer trop longtemps. Oui, je pense que le but poursuivi par les décideurs en ce moment, c'est de ne pas rajouter une crise économique à la crise actuelle et donc de préserver l'outil de travail, l'outil de création de richesse qui seront les entreprises. Et donc les 90% des entreprises de Nouvelle-Calédonie sont des entreprises unipersonnelles. Ici, on a assez peu de grosses entreprises. Les statistiques sont énormes. On a énormément d'artisans, de commerçants, de patentés. Et donc, c'est en essayant de soutenir ces gens-là qu'on va permettre qu'ils maintiennent les emplois. Et à mon avis, les mesures concernant les personnes individuelles qui ne sont pas entrepreneurs interviendront dans un second temps. J'ajouterais que l'aide aux salariés, elle est effectivement très importante via le procédé de chômage partiel qui permet aux salariés finalement de passer cette conjoncture difficile en conservant l'essentiel de leurs ressources. On parle bien pour le SMG de 100% du SMG. Donc on est vraiment sur un dispositif d'aide aux salariés pour qu'ils puissent continuer à faire face à leurs obligations, à leurs charges et notamment payer leur loyer. Merci Maître Bergeaud. Votre réponse signera la fin de cette émission. On est déjà au terme, on arrive déjà au terme. Merci à Maître Mazzoli, avocat et ancien bâtonnier de Nouméa. C'est moi qui vous remercie. Maître Bergeaud, président de la Chambre des notaires et notaire. Merci et David. Luce Laurensin, présidente de l'UFC Que Choisir. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été avec nous pour répondre à nos questions aujourd'hui. Merci à vous, on vous souhaite une très belle journée. Et revenez quand vous voulez. Merci beaucoup. Au revoir. Et ben voilà Marilyn, quand une émission qui se termine. Une émission rondement menée. Je l'espère en tout cas. On n'a pas eu énormément d'appels d'auditeurs. On rappelle que cette émission est là pour vous. N'hésitez pas, c'est pas parce qu'on a des chefs d'entreprise ou des notaires ou des avocats en face de nous au téléphone qu'on ne peut pas poser votre question. Donc on vous rappelle que Ligne Directe, c'est le 258 et qu'on est là pour répondre à vos inquiétudes. Et demain, nous parlerons cuisine pour changer un petit peu. On parlera de cuisine en famille confinée. Nous recevrons des grands chefs, des petits chefs, des mamies, des tantines. Et puis vous, au 258. À demain Marilyn. À demain David.